Je vais me présenter, et puis Angélique aussi. Donc, moi, je suis Martin Jean Bougin. Je travaille à Viginature, au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et du coup, je coordonne les programmes qui sont dédiés aux gestionnaires d'espace, et en particulier gestionnaires d'espaces verts, mais aussi d'espaces naturels. Et du coup, en particulier, je travaille sur le développement et l'analyse du programme, des programmes Propage et Florilège. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous présenter ça lors de ce webinaire. Et du coup, moi, c'est Angélique Daubercy. Je travaille au sein de l'association Noé. Donc, je m'occupe de coordonner et d'animer plusieurs programmes de sciences participatives et donc notamment le propage avec Martin. Euh, voilà. Donc, je vais commencer par partager mon écran pour... Donc voilà, vous voyez tous mon écran, je pense que c'est bon. Du coup, le programme Florilège, c'est un protocole du coup sur la flore, hein, qui s'applique en particulier à la flore urbaine, aux prairies urbaines. Donc, on va voir ça plus en détail. Mais juste avant, un petit peu de contexte sur Viginature, sur comment ça s'est créé. Donc, il y a plusieurs types de protocoles qui existent au sein de Viginature, si vous n'êtes pas familier avec ce programme-là. Donc, c'est vraiment un programme global Attendez, pardon, il faut que je remette la vidéo parce que je suis en gouvernement. Voilà. Est un programme un peu global du muséum sur les suivis de la biodiversité. Donc, il y a vraiment cet aspect important de suivi de la biodiversité, et en particulier de la biodiversité qui est dite biodiversité commune. Et il y a plusieurs types de protocoles qui sont montés au cours du temps pour différents types de publics. Donc, vous avez des protocoles plutôt pour des naturalistes. Donc, sur la flore, par exemple, il y a Vigiflore, hein, qui date de 2009, qui avait été lancé. Pour le grand public, il y a Sauvage de Maru, par exemple, qui avait été lancé aussi, qui est un protocole qui, du coup, peut être mis en place par n'importe qui, hein, dans sa rue, par exemple. Il y a des protocoles qui sont dédiés aussi à un public particulier qui va être les agriculteurs, et des protocoles pour les enseignants, en tout cas pour les écoles, sous la bannière Viginature École, avec tout un set différent de protocoles adaptés du coup à l'enseignement et à la pédagogie qu'on va avoir dans les écoles, les collèges et les lycées. Et en dernier type de public, on a les gestionnaires d'espace, en particulier gestionnaire d'espaces verts. Et pour ce type de public un peu particulier, on a deux types de protocoles, le protocole Florilège et le protocole Propage. Alors, Florilège a été créé en 2014 et il s'est vraiment lancé, développé à partir de 2015. Et on a du coup voilà, ces différents types de programmes qui s'adaptent à différents types de publics. Évidemment, pour les protocoles dits naturalistes, comme Vigiflore, il y a besoin d'avoir des compétences botanistes très fortes, savoir reconnaître toutes les espèces. Quand les protocoles sont dédiés pour le grand public, évidemment, ces compétences sont moins élevées, moins demandées. On n'a pas besoin d'être naturaliste ou botaniste pour participer à Sauvage de Maru. Et pour les gestionnaires, c'est un peu pareil. Florilège a été adapté pour être un programme qui puisse déjà rentrer dans le cadre du travail des gestionnaires d'espace, mais aussi adapter son protocole pour répondre à des questions qui les intéressent, et pour qu'il soit réalisable par des personnes qui ne sont pas forcément botanistes, même si elles ont un intérêt pour la flore de leur espace vert. Tac. Donc, c'est un protocole qui a été créé à la base, Florilège, avec et pour les gestionnaires d'espaces verts. Donc, c'est quelque chose qui est aussi assez particulier dans le cadre de Viginature, parce que généralement, c'est vrai que ici, on est au Muséum d'histoire naturelle, et historiquement, en tout cas, ces protocoles de sciences participatives, ils ont été créés par des scientifiques ici pour suivre la biodiversité. Donc, les protocoles ont été créés et mis en place par des scientifiques qui sont allés ensuite chercher la communauté, par exemple, des naturalistes, hein. Ça a commencé avec les oiseaux, évidemment, dans les années, début des années 90. Et ils sont allés chercher les naturalistes pour mettre en place ces protocoles. Ici, on a un fonctionnement un peu différent sur Florilège. Ça a été créé vraiment avec et pour les gestionnaires d'espaces verts. Ce n'est pas forcément des chercheurs qui sont à la base de cette demande. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez particulier. Et ça vient en fait avec toute cette mouvance qu'il y a eu du passage à la gestion différenciée dans les parcs urbains depuis maintenant quelques dizaines d'années, avec des objectifs écologiques, de réduction des coûts, de mise en place de pâturage, d'accueil du public, de demande aussi du public d'un peu plus de nature en ville, etc. Et aussi suivi par les plans éco-phyto ou zéro-phyto qu'il y a eu en particulier dans les collectivités qui ont permis ces changements d'objectifs un peu des parcs urbains. Donc, pour conséquence, il y a eu
globalement une diminution des gazons qu'on voyait en milieu urbain et une augmentation de la mise en place de prairies urbaines. Donc, il y a eu un groupe de travail historiquement en 2014 qui avait été mis en place pour travailler à quelle définition de la prairie on parlait. Donc, on verra que prairie urbaine, finalement, c'est une définition très large de ce qu'est une prairie. Aussi, comment évaluer la qualité écologique de ces milieux et leur dynamique. Ça, c'est important, ce terme de dynamique, parce que c'est une idée de suivi dans le temps. Quand vous vous engagez dans le florilège, quand vous vous engagez dans un programme de sciences participatives de Viginature, il y a toujours cette importance de penser sur le long terme quand même, parce qu'on va sur des suivis qui vont besoin de temps pour donner des résultats finalement. Et donc, il y a cette histoire de dynamique aussi, on compare d'une année sur l'autre, c'est pour ça que c'est important de faire une année sur l'autre. Et l'autre question, évidemment, qui intéressait beaucoup les gestionnaires qui étaient dans ce groupe de travail, c'était aussi de savoir un peu mesurer l'effet de différentes pratiques de gestion sur la biodiversité qu'ils peuvent observer dans leur parc. Donc, Florilège, Prairie urbaine avait été monté avec pas mal de partenaires à l'époque. Dans les membres fondateurs, on va avoir le Conservatoire botanique national du bassin parisien, Plantes et Cités, qui avait accompagné aussi pendant quelques années le programme. Historiquement, c'était Nature Paris, mais l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France avait été un gros soutien également, et le département de la Seine-Saint-Denis, qui avait servi de test en fait pour pas mal pour ce protocole. Donc voilà un peu pour l'historique de Florilège et comment ça s'est monté, mais c'est vraiment quelque chose qui a été créé avec et pour les gestionnaires. Donc maintenant, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet et décrire un peu le protocole de Florilège. Donc c'est un point de sciences participatives, il y a cet aspect très important de suivre un protocole scientifique. Tout le monde doit suivre le même protocole pour qu'après les données soient exploitables scientifiquement, c'est-à-dire comparables entre elles, etc. Donc on va voir un peu ce protocole qui n'est pas si compliqué. Donc, on a deux fiches dans le cadre de Florilège à avoir en tête. Vous avez à droite là, la première fiche, la fiche localisation et historique. Et sur cette fiche, vous allez devoir déjà mettre le nom d'une prairie que vous allez suivre et la date du suivi, etc. Et cette prairie, elle doit faire au moins 130 mètres carrés et présenter une gestion qu'on va dire uniforme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une gestion de chaque prairie qui est complètement différente entre un milieu vraiment engazonné et de l'autre côté une prairie en fauche tardive ou je ne sais pas. Il faut vraiment avoir une gestion assez uniforme sur cette prairie. Et elle sera du coup, cette prairie suivie, c'est votre site, c'est votre espace vert, c'est la prairie qui va être suivie chaque année dans le cadre de ce protocole. Donc, il faut remplir sur la fiche localisation historique l'historique de la prairie. Donc, vous avez tout un tas de questions déjà sur la surface, par exemple, de cette prairie, les objectifs initialement recherchés pour la prairie, est-ce que c'est esthétique, est-ce que c'est de biodiversité, est-ce que c'est récréatif, voilà, le type de fréquentation que vous avez par des usagers, est-ce qu'elle est forte, faible, nulle, et si vous avez un peu l'histoire de cet endroit, c'est-à-dire est-ce que c'était un site industriel, un boisement, une friche, une carrière, etc. Donc voilà, après toutes des notions de date aussi, de quand a été créé cet espace. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez remplir pour renseigner un peu l'histoire de ce site. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir déterminer le centre de votre prairie. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours facile à faire, mais bon, c'est pas forcément déterminer le centre exact géométrique, mais c'est déterminer en tout cas un centre qui soit facilement retrouvable. Donc évidemment, vous pouvez vous aider aussi d'un GPS pour obtenir des coordonnées très précises de l'endroit qui est votre centre. Et par rapport à ce centre de la prairie, vous allez positionner 10 carrés, qu'on appelle aussi des quadras, en suivant les exemples qui sont proposés ici à droite sur la fiche. Donc, vous avez 4 exemples différents. Et ces exemples, ils vont dépendre un peu de la forme de votre prairie, parce que c'est important qu'il y ait un écart minimum avec le bord de votre prairie pour éviter, par exemple, ce qu'on appelle les effets de bord, c'est-à-dire des espèces qui ne sont pas vraiment de la prairie, mais qui pourraient rentrer dans la prairie parce que on est proche d'un boisement ou ce genre de choses. Donc, essayez de déterminer ce centre et positionner vos quadras d'une certaine façon, comme ça. En particulier, si votre prairie, par exemple, elle est triangulaire, peut-être vous allez choisir l'exemple B parce que ça vous permet de positionner vos quadras pour qu'ils soient toujours éloignés de la bordure de votre prairie. Donc, c'est 2 mètres minimum de la bordure qu'il faut que vos quadras soient situés. Donc, vous positionnez ces 10 carrés et ensuite,
vous réalisez un schéma détaillé de la position des carrés afin en fait de pouvoir repositionner ces carrés au même endroit chaque année, puisqu'on est dans ce suivi temporel. Donc il faut chaque année pouvoir replacer évidemment les quadras au même endroit pour pouvoir rééchantillonner la flore exactement au même endroit. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé avec cette fiche localisation et historique, c'est votre site. Et cette fiche, elle est à remplir que la première année du suivi. Donc effectivement, la première année du suivi, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut faire toutes ces manipes. Mais une fois que vous l'avez fait, ben, votre centre est déterminé, vos quadras sont positionnés. Donc l'année prochaine, vous n'aurez plus qu'à revenir et directement replacer vos quadras exactement au même endroit. Et c'est pour ça que réaliser un schéma détaillé, ça paraît un peu enfantin, parce que je vais vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ça peut paraître un peu enfantin parce qu'on fait un petit dessin comme ça. Mais en fait, c'est très pratique puisque ça permet, si on n'a pas de GPS, si on n'a pas les coordonnées, donc on peut les mettre, hein, les coordonnées, mais si on ne les a pas, les coordonnées précises, on va utiliser des repères dans l'environnement autour de nous pour bien déterminer notre centre de la prairie. Donc voilà, alors ici, vous avez le cas d'une prairie qui va être bordée d'un bassin ici, d'un boisement à gauche. Et en bas, vous voyez ma souris ou pas? Je me demande. Oui, oui. Oui, c'est bon. Et en bas, vous allez avoir un chemin. Et ben voilà, là, j'ai choisi un positionnement qui était l'exemple B, avec le lot 1 qui est au-dessus, les 5 premiers quadras, et le lot 2 qui est en dessous avec les 5 quadras suivants. Et on a pris des repères. Il y avait un arbre ici, donc à 4,50 m du centre, et on se situait à 10 mètres de la jonction entre la prairie ici et le bassin. Ces points permettent de retrouver votre centre en mesurant avec un mètre, par exemple, l'endroit. Je regardais s'il y avait des questions. OK. Et du coup, bah voilà, vous faites ce dessin, et ce dessin, bah, vous ne faites qu'une année, vous pouvez mettre où se situe le nord, etc. Comme ça permet, en fait, si moi, par exemple, n'importe qui reprend votre dessin, il est censé pouvoir retrouver le centre de la prairie que vous aviez déterminé lors de votre première arrivée sur le site. Et comme ça, il peut replacer les différents quadras exactement au même endroit pour faire le suivi. Donc, c'est aussi dans l'idée d'une passation potentiellement du suivi, c'est-à-dire parfois des personnes vont arrêter de travailler sur un site particulier et du coup d'autres personnes vont arriver, vont vouloir mettre en place florilège et c'est bien qu'elles continuent à faire le même florilège que la personne précédente, évidemment. Donc voilà pour ça. Et ensuite, vous avez une deuxième fiche, donc il va être deux fiches. Hein. Ces fiches sont des outils qui sont disponibles en ligne sur notre plateforme Suivi Espace Vert. Et cette deuxième fiche qui s'appelle Relevé et gestion, elle va être, elle, à remplir chaque année par l'observateur. Donc, il y a un seul relevé à réaliser dans le cadre de florilège qui se fait entre le 1er juin et le 31 juillet. Et en fait, ça, c'est au choix de l'observateur de choisir quand le faire. Ça doit être dans cette période, mais aussi c'est au choix déjà des contraintes de temps de l'observateur, évidemment, mais aussi d'essayer de maximiser la période de floraison des espèces pour faciliter leur identification. Donc ça, c'est à la connaissance. Évidemment, si on se situe à Lyon, ça va peut-être fleurir plus tôt dans l'année que si on se situe à Dunkerque ou à Rouen. Donc à choisir un peu ça en fonction des connaissances qu'on a effectivement de notre site. Donc la première chose à faire pendant ce relevé, c'est préciser la hauteur des milieux, la hauteur de notre prairie moyenne, c'est-à-dire la végétation, est-ce qu'elle se situe, est-ce qu'elle est rase, inférieure à 20 cm, ou est-ce que c'est une prairie avec des graminées qui montent jusqu'à 1 mètre, etc. Donc ça, il faut essayer de préciser la hauteur un peu moyenne des plantes de la prairie, et ensuite préciser les milieux qui bordent cette prairie. On peut évidemment cocher plusieurs choses. Tout à l'heure, sur l'exemple précédent, il aurait fallu cocher bois, eau et chemin, par exemple. Donc, il aurait fallu cocher les trois. Ça, c'est important parce que il peut y avoir quand même des effets par ces milieux qui vont border votre prairie. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir compter le nombre de tiges de ligneux dans chacun des 10 carrés que vous allez suivre. Donc là, on vous demande de compter, donc c'est une sorte d'abondance. Tiges de ligneux, ça va être tout ce qui va être un peu des arbres, ou en tout cas des arbustes, donc tout ce qui va avoir une écorce, hein, c'est-à-dire si c'est présent, même si c'est des petits, hein, si c'est des rejets, etc., il faut les noter, parce que c'est un indicateur un peu du refermement, du fait que votre milieu est en train de se refermer potentiellement, parce qu'il y a des ligneux qui commencent à s'installer dans votre prairie. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Voilà, si vous êtes sur une prairie qui est fauchée annuellement ou sur un gazon, évidemment, vous n'en aurez pas généralement.
vous mettez 0 dans chacun des 10 carrés. Et ensuite, il faut noter la présence, donc dans cette fiche, des espèces dans chacun des 10 carrés. Donc, vous avez 60 espèces à reconnaître dans le cadre du protocole florilège. C'est pour ça qu'on ne demande pas à la personne d'être botaniste. Il n'y a pas de compétences en botanique extrêmement précises requises. Alors, il y a évidemment, il faut réussir à reconnaître ces 60 espèces, mais on ne demande pas de faire un inventaire exhaustif de toutes les espèces qu'on va observer dans ces quadras. Donc, il faut arriver à reconnaître ces 60 espèces. Évidemment, ça demande un petit apprentissage. C'est pour ça aussi qu'on propose des formations autour de ces protocoles-là. Mais il faut arriver à observer ces espèces, sachant que généralement, on ne va jamais observer 60 espèces. 60 espèces, on va généralement en observer une dizaine qui sont dans le cadre de florilège. Et déjà, si on en observe une dizaine, c'est pas mal. Après, il peut y avoir d'autres espèces qui sont présentes. Si on sait les reconnaître, on peut les noter dans le cadre de ce relevé. On pourra aussi les saisir en ligne. Ce n'est pas des données qui seront perdues. Et si aussi on observe une espèce qui est en dehors des quadras, mais que l'on trouve importante, par exemple, sur notre prairie, on observe des orchidées, c'est une information importante, eh bien, on peut noter qu'on l'a observé, mais en dehors du quadrat, c'est-à-dire dans cette petite colonne-là avec le plus en gris, on peut dire cette orchidée a été observée sur notre prairie, et là, c'est important. Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'on ne note pas le nombre d'individus qu'on va observer de chaque espèce, on note juste leur présence dans chacun des carrés. C'est-à-dire, si elle est présente dans le carré 1, on met juste qu'elle est présente, donc on coche la case. Elle n'est pas présente dans le carré 2, elle est présente dans le carré 3, on coche la case 3, etc. On ne note pas le nombre de plants de chaque espèce que l'on voit. C'est juste la petite différence avec le nombre de tiges de ligneux, que là, on va noter un nombre précis de tiges de ligneux qu'on va observer. Dernière chose à faire lors de ce relevé, c'est noter la gestion annuelle qu'il y a eu sur notre site, parce qu'évidemment, on veut voir un peu des effets de gestion sur la biodiversité. Du coup, il faut essayer de chaque année noter la gestion qu'il y a eu sur la prairie. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a eu des semis, quel type de fauche a été mise en place, la période des fauches, la fréquence, est-ce qu'il y a eu du pâturage qui a été mis en place, etc. Donc, tout ça, c'est noté ici à la fin de la fiche relevé et gestion. Évidemment, c'est des informations très importantes parce que si vous ne notez pas qu'il y a eu une mise en place d'un pâturage sur votre prairie, mais qu'on voit du coup un changement dans la communauté des espèces qui ont été suivies, eh ben, on ne peut pas faire le lien entre le fait qu'il y a eu un pâturage qui a été mis en place et du coup, c'est pour ça que, par exemple, cette espèce a disparu de notre relevé florilège. Donc, c'est vraiment très important de noter la gestion qui a eu lieu annuellement entre les deux relevés. Au niveau du retour d'expérience de ces dernières années, on est sur un protocole qui dure en moyenne 1 heure. Donc ça, c'est 1 heure, évidemment, quand on sait bien faire le protocole, quand on maîtrise plutôt bien le protocole, on va pouvoir prendre 1 heure. Et évidemment aussi, c'est toujours le premier quadrat qui va prendre du temps, le premier carré, puisque le premier carré est souvent celui où vous allez découvrir toutes les espèces. Et une fois que ce premier quadrat est fait, comme les autres sont un peu proches, généralement, vous allez retrouver quand même les mêmes espèces. Du coup, ça va quand même beaucoup plus vite pour les autres quadrants. Donc, c'est 1 heure. Évidemment, la première année, comme il faut remplir la fiche localisation historique, c'est un peu plus long, puisqu'il faut faire le dessin, il faut déterminer le centre de votre prairie, etc. Donc là, ça sera un peu plus long. Mais ça, c'est la mise en place en fait, du protocole pour les années suivantes. Mais en globalement, voilà, c'est 1 heure à l'arrivée sur le terrain jusqu'à repartir pour faire le relevé annuel. On propose et on conseille aussi de faire ce relevé en binôme, généralement, si c'est possible. Ça facilite sa mise en place, parce que vous voyez sur l'image de droite, par exemple, dans une prairie, enfin ça dépend du site évidemment, mais dans une prairie où vous avez une végétation qui fait quasiment 2 mètres de haut, mettre en place les quadras comme vous avez sur l'image là, c'est pas forcément facile. Donc ça aide d'être deux, mais aussi ça aide d'être deux dans une optique un peu de s'aider à identifier les espèces. C'est-à-dire que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui pouvoir discuter, d'être sûr de ça, ce critère, est-ce qu'il est vraiment comme ça ou pas. C'est vrai que ça rassure et c'est important pour la mise en place du protocole. Puis bon, c'est plus sympa aussi d'être avec quelqu'un que tout seul sur le terrain. Donc voilà pour le protocole vraiment qu'il faut suivre et respecter chaque année pour mettre en place Florilège.
Alors maintenant, je vais faire un petit focus sur les plantes qui ont été sélectionnées. C'est 60 espèces du coup qu'il faut savoir reconnaître dans le cadre de florilège. Et pourquoi on les a sélectionnées rapidement? Donc on a choisi évidemment des plantes qui sont plutôt communes dans les prairies urbaines de la moitié nord de la France et qui ont une identification assez simple, qui sont particulièrement facilement reconnaissables en fleurs. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, il faut vraiment choisir un moment où vous avez le plus de plantes en fleurs sur votre site pour faciliter l'identification des espèces. Et ensuite, ces espèces, elles ont aussi été choisies parce qu'elles sur des critères un peu basés sur leur écologie. Pourquoi? C'est pour voir justement des changements, par exemple, dans votre prairie, et en fonction, par exemple, d'un changement de gestion. Donc, on a des plantes caractéristiques de différents types d'habitats, de milieux engazonnés, comme le grand plantain, de milieux plutôt vraiment prairiaux, comme la houtte laineuse, ou de milieux de type friche, comme l'ortie-dioïque. Donc, vous voyez ici, quand on parle de prairie urbaine dans Florilège, on peut très bien mettre en place Florilège sur un gazon, c'est même important parce que c'est des données qui sont assez rares actuellement dans le protocole, sur une prairie gérée de manière assez extensive ou en gestion différenciée dans un parc, donc quelque chose qui va vraiment être une prairie urbaine, mais aussi sur des friches. C'est-à-dire si vous avez des friches, c'est possible de mettre ça en place sur des friches. Et c'est important d'avoir ces différents types de milieux. Donc voilà, évidemment, parfois c'est un peu plus passionnant de faire un relevé sur une prairie que sur un gazon, mais ça va beaucoup plus vite aussi de faire un relevé sur un gazon que sur une prairie. On a aussi des espèces qui sont de différents types, enfin adaptées à différents types de sols plus ou moins riches en nutriments, donc des sols qui vont être pauvres ou riches. Donc ça peut renseigner aussi sur l'effet de gestion. Si par exemple vous faites de l'export ou pas, peut-être ça va changer la composition en espèces. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ces espèces-là. On sait l'importance de la pollinisation, en particulier en milieu urbain, pour les abeilles, mais surtout pour les abeilles sauvages, hein, pas forcément que pour l'abeille domestique. Et du coup, on a aussi choisi des espèces qui étaient plus ou moins attrayantes pour les pollinisateurs pour potentiellement donner une idée un peu de l'attractivité d'une prairie ou d'un site pour ces pollinisateurs en milieu urbain. Et on a choisi des plantes qui ont des cycles de vie assez différents, entre des plantes annuelles ou des plantes vivaces, des choses qui vont nous renseigner aussi sur un changement du milieu potentiellement, hein. Plus on a de plantes vivaces, évidemment, plus peut-être on va se retrouver sur un milieu qui tend à devenir une friche ou à se refaire vivre. Donc, quels sont les outils disponibles pour mettre en place Florilège? Donc, on a une clé des prairies. La clé des prairies, donc c'est cet outil indispensable à la mise en place du protocole, qui va regrouper les 60 espèces du protocole et qui est aussi qui vient avec une petite clé qui s'appelle la clé des prairies, mais spécifique aux poacées pour aider à la détermination de ces poacées ou graminées, hein, qui sont parfois un peu plus difficiles à déterminer. Donc ces clés existent en papier, on les a au muséum en papier et on les fournit gratuitement à toute personne voulant participer à Florilège. C'est-à-dire par exemple, on les distribue lors des formations qu'on réalise, mais si une collectivité veut se lancer dans Florilège, on peut nous contacter pour obtenir ces guides, on peut les envoyer par la poste pour que vous les ayez pour la mise en place du protocole. Donc, c'est vraiment un outil indispensable. Et évidemment, on a d'autres guides un peu d'accompagnement et les fiches dont je parlais, hein, la fiche localisation historique et la fiche relevé et gestion, qui sont disponibles en PDF sur notre site et que, évidemment, avant la saison, vous allez imprimer pour mettre en place le protocole directement sur votre site. Donc, pour revenir à la clé des prairies, qui est vraiment centrale dans l'utilisation, voilà, c'est une clé botanique, hein, donc qui va aider à l'identification des espèces, avec une identification par la forme des feuilles, par exemple, qui aide, une identification par la couleur et la forme des fleurs, cette fois, donc qui va permettre de guider aussi sur l'identification des espèces. Et ensuite, pour chaque espèce, une fiche détaillée, donc qui rappelle la forme des feuilles, la forme et la couleur des fleurs, mais également la période de floraison, c'est-à-dire si cette espèce, vous la voyez en fleurs, mais que ça ne correspond pas à la période de floraison qui est donnée dans le guide, c'est un indice que potentiellement ce n'est pas cette espèce. Et sur cette fiche détaillée, vous avez aussi tout un texte pour savoir comment la reconnaître avec des critères supplémentaires. Et quelque chose qui est important, c'est les risques de confusion, c'est-à-dire avec quoi je peux me tromper par rapport à cette identification.
Donc ça, c'est très appréciable. Donc ça peut être un risque de confusion avec d'autres espèces de florilèges dans la liste des 60, mais ça aussi peut être un risque de confusion avec d'autres espèces qui ne sont pas dans la liste des 60. Donc évidemment, il faut essayer de faire au mieux et bien lire ces paragraphes pour être sûr qu'on a bien une identification de l'espèce qu'on est en train de regarder. Donc vous avez des photos ici. Quand les photos, vous voyez, sont barrées d'un trait, bah, c'est qu'en fait, elles renvoient à des espèces qui sont similaires, mais qui ne sont pas l'espèce qu'on a sur la fiche que l'on est en train de regarder. On a du coup la clé complémentaire, comme je disais, pour les POAC. Vous voyez ici que là, on a une vraie clé, ce qu'on appelle une vraie clé dichotomique, avec un chemin où on regarde des critères et on va aller valider ou pas notre critère, et ça nous emmène sur un autre chemin, etc. Donc, on a un choix binaire à chaque fois. Donc, par exemple, eh ben, le premier choix ici de cette clé de détermination, ça va être est-ce que les feuilles de la base, elles sont larges, supérieures à 1 millimètre, ou fines et étroites, inférieures à 1 millimètre. Donc, selon ça, on va du coup faire un choix et ensuite regarder l'inflorescence, etc. Donc, cette clé sur les poissons est un peu plus complexe à utiliser, et puis il faut regarder les critères un peu plus précis, mais elle permet d'arriver évidemment à une identification plus simple des espèces de graminées, sachant qu'évidemment, une fois que vous avez fait votre cheminement de clés, je suis arrivé à Dactylis glomerata ici, et ben, il faut aller voir, du coup, page 18, qu'est-ce que nous raconte cette page, parce qu'on va avoir d'autres informations. Donc ici, vous avez l'exemple d'une page pour, par exemple, l'agrostis scapularis, et vous voyez que vous avez tout un tas d'autres critères qui peuvent être regardés, et d'autres dessins beaucoup plus précis, qui vous permettent de valider un peu mieux votre observation, parce que potentiellement, ben, ça peut être aussi une autre espèce, il peut y avoir un risque de confusion. Aussi, à savoir, vous avez un renvoi sur cette clé ici vers la page qui correspond dans l'autre guide où vous avez là des photos et d'autres informations complémentaires comme les risques de confusion, etc. Donc vraiment, il faut faire un jeu entre ces deux clés qui permet vraiment de valider vos observations. Évidemment, avec le temps, la première année, c'est un peu compliqué, mais avec le temps, ça devient un peu un automatisme et l'œil se forme, évidemment, à reconnaître ces espèces. Voilà. Martin, je me permets de t'interrompre. On a eu une question dans le chat sur Oui. est-ce qu'on a des clés pour les espèces du sud de la France. Ah, bonne question. Alors actuellement, comme je disais, le protocole florilège, il s'adapte seulement à la partie, on va dire, nord de la France et aussi à la façade atlantique. Donc, par exemple, si vous êtes à Bordeaux, vous pouvez mettre en place florilège. Par contre, il ne s'adapte pas encore à la zone méditerranéenne, puisqu'on a dû faire un choix sur ces 60 espèces qu'on a dû choisir. Et évidemment, en zone méditerranéenne, vous allez vous retrouver avec une flore qui est complètement différente, des prairies aussi urbaines qui sont complètement différentes. Du coup, ces 60 espèces-là sont plus représentatives. Mais on est en train de travailler avec un groupe de travail, du coup, à une mise en place et une définition en fait, d'une nouvelle liste d'espèces, de 60 espèces aussi, qui permettrait d'appliquer le protocole florilège dans la zone méditerranéenne. Donc voilà, c'est vraiment c'est la chance qu'on a en France d'avoir différents types de zones climatiques avec plein d'espèces différentes, mais du coup qui pose un peu ici un problème pour florilège. On ne peut pas l'adapter vraiment partout en France, en tout cas dans le sud méditerranéen, c'est compliqué. Par contre, c'est faisable à Toulouse, c'est faisable à Bordeaux, enfin, ou ce genre de zone encore. On peut mettre en place avec le protocole actuel. Donc voilà, je vais faire un rapide bilan de la participation qu'il y avait eu sur Florilège et comment on peut les données, quel type de valorisation de ces données on peut faire. Donc, Florilège, vous voyez, ça s'est mis en place évidemment autour de la région parisienne historiquement, parce que bah, c'est là que ça s'est développé. Donc, on a énormément de sites et de participants en Île-de-France, mais ça commence à se développer de plus en plus en région. Et on travaille d'ailleurs vraiment à essayer de développer ça en région. Et vous voyez, ben, en région PACA et en Corse, on n'a pas de site, hein, évidemment, puisque le protocole ne s'applique pas dans ces zones-là. Mais on espère que ça sera le cas bientôt. Et voilà, donc on a en France pas mal de sites différents. On a plus de 500 prairies qui ont été suivies au moins une fois depuis 2014. Donc vous voyez, il y a des sites, bon ça c'est souvent le cas, on a beaucoup de sites qui sont suivis une seule année, mais comme je disais, c'est vraiment important
quand on se lance dans le florilège, de penser assez long terme, c'est-à-dire de se dire qu'on va faire ça plusieurs années. Et on a quand même pas mal de sites qui ont été suivis 4 ans ou plus. Et vous voyez que ici, le graphique en bas à gauche montre que bon, beaucoup d'observations sont faites par un seul observateur, quasiment la moitié, mais on a quand même une bonne partie qui sont faites par 2 observateurs ou plus, donc plus de la moitié, qui sont faites par plusieurs personnes sur le terrain. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aider. Donc on a des restitutions qui sont faites avec des bilans annuels sur les données. Donc là, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de bilan parce que on a eu un trou d'animation qu'on n'a pas pu combler et du coup, il n'y a pas pu avoir ce travail qui avait été fait sur le bilan de florilège. Mais là, bon, normalement, on devrait essayer de le remettre en route le plus vite possible pour travailler ça. Il y avait quand même eu un bilan qui a été fait dans le cadre des rencontres nationales florilège et propage qui avaient eu lieu en décembre dernier. Autre chose qu'on a, on peut, grâce à ces protocoles-là, essayer de contextualiser un peu les données locales que vous allez récupérer sur votre site. Donc là, ici, vous avez l'exemple d'un différents types d'indicateurs qui peuvent être ressortis d'un relevé florilège. Donc, par exemple, ici, c'est une prairie Bourg 1 de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne qui avait été inventoriée en 2018. Et vous voyez ici que le site, ses valeurs sont en jaune. Donc, par exemple, ce site présente une offre en hectares qui est plus élevée que la moyenne nationale. Et la moyenne nationale, elle se note par ces barres noires ici. Donc on voit que par exemple la moyenne nationale se situe à peu près ici, donc à 0,09. Et notre site ici présente en termes d'offres en hectares, cet indicateur est plus élevé, c'est-à-dire que cette prairie semble présenter un intérêt plus important pour les pollinisateurs que la moyenne nationale des prairies qui sont inventoriées dans le cadre de florilège. Par contre, au niveau de la richesse en espèces, on voit qu'il y a un peu moins d'espèces qui sont observées sur ce site-là que la moyenne nationale. Donc, c'est des indicateurs qui peuvent aider à contextualiser un peu vos données. Donc, actuellement, on a ces indicateurs-là. On a aussi ceux d'autres indicateurs qui sont mis en parallèle. Ici, vous avez d'autres indicateurs comme ceux sur l'embroussaillement et par exemple le pourcentage d'annuel. Et c'est des indicateurs qu'il faut un peu regarder au regard l'un de l'autre. Parce que par exemple, si on regarde juste le pourcentage d'annuel, on peut se dire, on voit qu'il n'y a plus d'annuels sur notre site, alors qu'en moyenne, il y en a quand même beaucoup au niveau national. Ça peut être une réponse intéressante parce que c'est quelque chose qui peut nous faire dire que notre site, il passe plutôt vers un milieu de friche qui va peut-être être plus riche en espèces vivaces. Mais en fait, si on regarde l'embroussaillement de ce site, on voit qu'il y a énormément de tiges de ligneux par carré comparativement à la moyenne nationale. Ça peut renseigner sur, en fait, ce site, ça ne devient pas une friche, mais en fait, il est juste en train de se refermer. Il y a un boisement qui arrive ou qui est en train de s'embroussailler. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre en regard et qu'il faut pouvoir interpréter au regard. Donc sur ces indicateurs-là, actuellement, on est en train de travailler à essayer de les fournir de manière un peu plus automatisée aux participants, mais pour l'instant, on n'a pas la capacité, nous, en termes de ressources humaines, de faire des retours annuels à chacun des participants. Vous imaginez bien, ça fait beaucoup. De le faire manuellement, c'est compliqué, mais on essaie de travailler à l'automatiser pour que vous ayez ces informations-là. Évidemment, par contre, vous pouvez récupérer vos données pour essayer vous, de votre côté, de pouvoir les analyser si vous en avez les compétences en interne. Et évidemment, vous pouvez aussi essayer de revenir vers nous si vous avez une demande particulière, on peut évidemment essayer de vous fournir ces chiffres-là dans la limite de notre temps, évidemment, mais on peut essayer de vous fournir ces chiffres-là pour que vous ayez évidemment une sorte de restitution de votre site. Et dans le futur, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de développer pour que vous ayez ce retour un peu de manière automatisée. Donc voilà, et dernière chose que je voulais dire, j'en ai parlé juste avant, mais c'est qu'on a des journées nationales florilège et propage qui ont lieu en fin d'année en général après le terrain. Et c'est des moments vraiment d'échange, comme vous pouvez le voir. Donc l'année dernière, ça a eu lieu le 1er décembre à Paris, ici au Muséum. Et c'est un lieu d'échange entre gestionnaires, entre participants qui sont vraiment riches et qui permettent de présenter des bilans qu'on n'a pas forcément fait en papier, mais pour Florilège, par exemple, ça nous a permis de présenter un bilan plus complet du programme depuis ces quelques dernières années. Donc voilà pour moi, pour Florilège. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Quelques questions dans le chat. Une question sur le format de saisie des données.
enfin, de transmission des données. Donc, la plateforme, j'en parlerai un tout petit peu pendant la présentation Ouais. de Propage, donc on pourra revenir après là-dessus. Et on a eu une question sur est-ce qu'il existe une liste des prairies qui participent au protocole? Du coup, vous pouvez sur la plateforme en ligne suivi Espace Vert, donc tu peux peut-être mettre le lien Ouais. dans le chat, dans le leak. Vous pouvez aller voir les différentes observations qui existent en France. Vous pouvez, il y a un volet navigation qui permet de voir un peu ce qui se fait. Après aussi, vous pouvez nous contacter, c'est-à-dire nous contacter parce que vous voulez vous lancer dans le florilège, vous voulez savoir peut-être autour de votre collectivité, de votre commune, qui participe. Nous, c'est vrai que c'est aussi le but, hein, c'est de créer ce réseau-là et du coup de vous dire, oui, peut-être cette commune-là participe autour de chez vous et du coup, n'hésitez pas à les contacter ou on vous met en contact effectivement Parce que avec. moi, il me semble justement d'avoir aperçu dans le parc de Compense à Toulouse, je suis jardinière dans le parc, mais voilà, c'est dommage de faire la même chose, Ok, d'avoir les mêmes projets. Voilà, c'est juste pour savoir qui sont ces personnes et est-ce que c'est ça qu'ils faisaient. ok, c'est possible. Après, faut avouer que ce type de méthode par quadra de relever de la flore, J'ai l'impression que c'était ça, ouais. ouais, mais c'est assez classique dans les suivis de la flore. Du coup, ça peut être tout à fait un autre protocole aussi qui peut être mis en place, hein. Mais c'est quelque chose d'assez classique. Après, c'est potentiellement du florilège. J'avoue que je ne sais pas de tête si le Toulouse participe. L'autre chose qui est importante à voir, c'est qu'évidemment, si ces données qui ont été récoltées sur le terrain n'ont pas été saisies sur la plateforme en ligne, nous, on n'est pas au courant qu'il y a eu cette participation, puisque c'est vraiment important, hein, c'est très important de faire l'ensemble du cycle de la donnée, c'est-à-dire si vous faites les relevés, le terrain, mais qu'après vous ne saisissez pas vos données sur la plateforme, évidemment, c'est un peu du travail pour vous qui peut être intéressant localement, mais qui est perdu pour la participation à un programme à plus large échelle, à l'échelle de la France, quoi. Parce que voilà, c'est aussi ça, hein, ces programmes de sciences participatives, c'est de participer. Du coup, vous avez un site qui participe avec une attente peut-être locale, mais l'idée derrière ces sciences participatives, c'est d'avoir une masse de sites qui participent au niveau français, qui nous permettent aussi d'avoir des réponses un peu quantitatives sur des effets de gestion. Par exemple, si on met en place une fauche tardive, est-ce que ça améliore ou pas la biodiversité? Ça, on ne pourra pas le savoir vraiment à l'échelle vraiment locale. Par contre, on pourra le savoir à l'échelle un peu globale en additionnant tous les sites français qui participent et qui sont du coup comparables entre eux du fait que chacun participe à un protocole qui est tout à fait similaire. C'est ça qui est important et qu'il faut avoir en tête. Il y a ces deux échelles-là, il y a cette échelle un peu nationale et cette échelle un peu locale qui ont des attentes et qui sont un peu différentes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à allumer les micros. Ok, sinon on peut peut-être passer à Propage. Propage. Donc je vais arrêter le partage. Tac. Je te laisse partager ton écran. Tac. C'est tout bon? Ça a l'air tout bon. Bon, du coup, on va enchaîner. Si j'arrive à passer. Voilà, sur Propage, donc assez rapidement, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de mettre en place le Propage? Le Propage, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, comme Florilège, c'est un programme qui est intégré au réseau Viginature, donc que Martin vous a présenté juste avant. Donc, il a été créé un petit peu avant celui-ci, puisqu'il a été créé en 2009 par le Muséum et Noé, spécifiquement pour les gestionnaires d'espaces verts. Et donc, c'est un programme qui est dédié à un suivi des papillons de jour. On a trois grands objectifs, trois grandes cibles avec ce programme-là. D'une part, on veut pouvoir évaluer la qualité écologique des espaces verts en lien avec la diversité et l'abondance des communautés de papillons avec la diversité et l'abondance des espèces de papillons présentes, pardon. Ensuite, on veut pouvoir comparer les communautés de papillons entre sites similaires en France. Et enfin, on veut essayer à terme de comprendre l'impact des pratiques de gestion sur ces communautés de papillons. Un gros avantage également de ce type de protocole, c'est toute la sensibilisation que ça permet d'apporter. Donc, ça permet aussi bien de sensibiliser les participants, donc les gestionnaires, les employés des espaces verts au sens large, également les agents de maîtrise, les chefs d'équipe, mais aussi les élus.
Et ça permet également de sensibiliser le grand public, puisqu'on peut faire de l'affichage, de la communication envers les citoyens sur ce qui se passe dans les parcs, sur ces comptages-là, et puis ça permet d'aborder aussi toutes les questions de gestion écologique, etc. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, le propage, il suit également un protocole, hein. Donc, comme l'a dit Martin, c'est vraiment important que tout le monde fasse la même chose pour pouvoir mettre en place des comparaisons et des analyses de données. Mais donc, c'est un protocole qui est vraiment simple à comprendre et simple à mettre en œuvre. L'idée, ça va être déjà de commencer par choisir le milieu ou les milieux dans lesquels on peut mettre en place le suivi. Donc ça, c'est ce qu'on va faire la première année du suivi. On va choisir une zone qui est homogène et à l'intérieur, on va définir un transect. Donc un transect, c'est tout simplement un parcours, une ligne qui peut être droite ou pas, qui va faire à peu près entre 100 et 300 mètres. L'idée étant de chaque année suivre le même transect, comme la même chose pour Florilège, en fait, où on va suivre les mêmes quadrants. Et à chaque passage, à chaque réalisation de sa session, on va parcourir ce transect pendant 10 minutes. Pendant qu'on parcourt ce transect, on va rechercher et identifier les papillons dans une espèce de boîte de 5 mètres de côté. Donc, c'est comme ce qui est représenté sur le schéma juste ici. Donc 5 mètres devant, 5 mètres au-dessus et 2,50 m de chaque côté. On va regarder les papillons qui passent dans cette boîte, on va les identifier et on va les noter. Très important à noter également à chaque passage, ce sont les conditions météorologiques, puisque les papillons, ce sont des organismes qui sont vraiment sensibles à ces conditions-là. Et donc, faire son relevé par mauvaises conditions, ça va forcément impacter le fait de voir ou de ne pas voir des papillons. Au-delà même du fait d'avoir un espace qui est plus ou moins accueillant pour la biodiversité sur son espace vert. Donc, l'idéal, quand vous faites vos relevés, c'est de les faire par temps ensoleillé, sans vent, avec une température d'au moins 15 degrés et, si possible, entre 11h et 17h. Ça, ce sont vraiment les conditions idéales. On sait que ce n'est pas toujours possible dans les dates sur lesquelles on peut être présent sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de faire ces relevés de conditions sur votre fiche terrain. Ce passage-là, autant que possible, on vous demande de le répéter 3 fois par an. Donc, une fois autour du 1er juin, une fois autour du 5 juillet, une fois autour du 10 août. Pourquoi 3 fois par an? C'est parce que ça permet de capter un petit peu toute la saison de vol des papillons. Donc, bon, avec ces saisons-là, on zappe un peu les espèces très printanières, mais globalement, de juin à août, on a une bonne vision des espèces présentes sur le site. Et donc, ces dates-là, 1er juin, 5 juillet, 10 août, ce sont vraiment des dates indicatives. Vous n'êtes pas obligé de les faire à cette date-là précisément. De toute façon, on vous demande pendant les relevés de noter la date du passage. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra prendre en compte a posteriori aussi dans les analyses. Et enfin, le dernier point, évidemment, c'est de transmettre les données d'observation. Donc, ce qu'on a commencé à dire juste avant, on a un site internet qui est dédié à la saisie des données. Et une chose importante à avoir en tête, c'est que sur ces protocoles-là, ce sont rarement les mêmes personnes qui font de la saisie et qui font le terrain. Donc, ça veut dire que c'est vraiment important pour les personnes qui font la saisie d'aller discuter avec les personnes qui font le terrain et notamment autour de tout ce qui est conditions météorologiques, heure du passage, etc., de bien leur expliquer que c'est important de les noter parce que ce sont des choses qui sont obligatoires lors de la saisie. Donc, s'il vous manque une information, vous ne pouvez pas aller plus loin dans votre saisie des données. Donc voilà, n'hésitez pas à expliquer pourquoi est-ce que c'est important de le noter et du coup que vous, derrière, vous serez coincé si vous n'avez pas les informations. Donc, comme pour Florilège, on a un panel d'outils, un panel de fiches qui vont vous permettre de participer et de vous aider. La première fiche, c'est la fiche Habitat. Donc, elle va être utile lorsque vous allez définir votre transect, donc à la première année de suivi du transect. Vous avez 8 habitats qui sont proposés, donc 8 types de milieux ouverts, les prairies, les friches, les squares urbains, les gazons, les jardins horticoles ou potagers, les cimetières, les bords d'infrastructures de transport et les lisières de bois ou de forêt. Donc, vous allez choisir dans quel milieu votre transect a été positionné. Et une fois que vous avez choisi votre milieu, vous avez un certain nombre de critères que vous allez pouvoir définir. Par exemple, si mon transect est dans une friche, est-ce que ma friche est pâturée ou est-ce qu'elle n'est pas pâturée? Est-ce qu'elle est non fauchée? Est-ce qu'elle est fauchée tardivement, avec une fauche précoce, ou est-ce qu'elle a plusieurs fauches par an? Et enfin, est-ce qu'elle a des arbustes ou pas? Et donc, avec ce cheminement-là, vous allez pouvoir récupérer un code que vous pourrez saisir directement sur le site de données, noter sur la fiche de terrain, etc. Et ça vous permet d'avoir la caractérisation de votre milieu. La fiche de terrain, on y vient. Donc, l'idée, c'est d'avoir une fiche par transect et par année. Donc, vous avez en en-tête de la fiche ici les informations qui ne sont pas amenées à bouger au fur et à mesure de l'année. Donc, l'identifiant du transect, sa longueur, l'habitat dont on a parlé juste avant, et l'observateur qui va faire les relevés.
Si ce n'est pas le même observateur qui fait les 3 relevés, je vous conseille de noter quel observateur a fait quel relevé, parce que vous, ensuite, quand vous allez faire votre saisie, ça peut être intéressant si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, d'aller revenir vers l'observateur en lui disant, mais voilà, là, je vois que tu as vu 25 individus de cette espèce, est-ce que tu étais sûr, etc. Sur fond vert, vous avez les fameuses conditions, donc ce que je disais tout à l'heure, la date, l'heure de début et l'heure de fin du transect, la température à l'ombre, la couverture nuageuse et la force du vent. Donc, toutes ces informations-là seront obligatoires lors de la saisie. Ce sont des informations qui sont potentiellement des facteurs d'explication de présence ou pas de papillons. L'heure de début et l'heure de fin, j'en avais pas parlé juste avant, mais c'est important de les noter parce que derrière, ça nous donne la durée du transect. Comme je vous l'avais dit, on préconise 10 minutes, mais des fois, ça peut arriver que ce soit moins ou que ce soit plus. Et évidemment, ça va impacter le nombre de papillons qu'on peut voir. Pour ce qui est couverture nuageuse et force du vent, vous avez en bas de l'affiche des petites aides pour essayer de définir à quelle grande catégorie on appartient. C'est quelque chose qui est quand même assez arbitraire, mais c'est important d'essayer de faire une estimation parce que, comme je vous le dis, bah voilà, ça peut être un facteur d'explication. C'est pas grave si on n'a pas la vitesse du vent précise, mais c'est bien de savoir un peu comment se positionner. Et ensuite, ici, vous avez la liste d'espèces qui est concernée par le propage, puisque de la même façon que pour le florilège, on ne s'intéresse pas à toutes les espèces de papillons en France. Je vais revenir dessus juste après. Et donc, pour chaque espèce présente, vous allez noter le nombre d'individus qui ont été vus lors du parcours du transect. Alors, les espèces, parlons-en. Donc, sur propage, on se concentre sur 38 espèces ou groupes d'espèces qui sont les plus communes ou les plus remarquables dans les milieux ouverts. On parle de groupes d'espèces parce qu'il y a certaines espèces qui sont très proches et qu'on a choisi de grouper pour faciliter les identifications. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, d'ailleurs, je pense que oui. Vous avez ici les pyrénées blanches. Merci. Donc les pyrénées blanches, c'est un groupe d'espèces qui est extrêmement commun, qui rassemble beaucoup d'espèces très proches, donc blanches avec des petites taches noires. Il y a des critères pour les différencier, mais c'est quand même une affaire un peu de spécialistes ou en tout cas de personnes un peu averties. Donc pour que ce soit un protocole qui reste accessible à tous et pour avoir le moins d'erreurs possible, on a choisi de les grouper dans un seul groupe, donc celui des pyrénées blanches. En termes d'outils pour aider justement à l'identification, vous avez ici la planche d'identification. Donc ça, c'est vraiment l'outil à imprimer et à avoir sur le terrain, puisque comme vous voyez, ça vous présente les espèces et groupes d'espèces à taille réelle. Et ça vous permet de voir d'un coup d'œil les différentes espèces qui sont potentiellement présentes. Donc, par exemple, si je vois un papillon jaune qui passe, hop, je peux regarder quelle espèce ça peut être. Et ensuite, j'irai essayer d'affiner. Et c'est vraiment une première porte d'entrée qui est vraiment indispensable. Pour aller plus loin, justement, on a un guide, donc Papillon des jardins, des prairies et des champs, qui vous permet d'aller un petit peu plus loin et d'essayer d'affiner un peu vos déterminations. Ce guide-là, il rassemble 52 espèces communes en France, dont les 38 qui sont présentes sur Propage. Et il vous permet d'avoir accès à des informations comme la période de vol. Donc typiquement, si vous voyez une espèce qui est tout à fait printanière et que c'est un vol que vous avez fait en août, ça permet d'éliminer cette espèce-là. Vous avez la carte de répartition qui peut être aussi un bon moyen d'exclure certaines espèces, le type de milieu dans lequel l'espèce vole et les protocoles dans lesquels l'espèce est concernée, puisque donc ce guide-là concerne plusieurs protocoles, grand public, un protocole pour les agriculteurs et le propage. Donc ça vous permet de voir d'un seul coup d'œil si l'espèce est concernée par le protocole en question. Et ensuite, vous pouvez aller plus loin avec des critères bien définis d'identification des adultes et également les risques de confusion. Il est toujours intéressant de voir avec quelle espèce vous risquez de confondre l'espèce que vous pensez avoir vue. Et justement, en parlant de risques de confusion, on a aussi des fiches qui sont dédiées à ces espèces proches qui peuvent poser un peu question. Donc là, ici, je vous ai mis l'exemple du flambé et du macaron, donc qui sont deux grands papillons avec une allure assez semblable. Et donc, l'avantage de ces fiches-là, c'est de pouvoir pointer vraiment les critères à regarder en mettant face à face les deux espèces. Et donc, ça vous permet de commencer à vous familiariser un petit peu. Et une fois que vous êtes face à votre espèce, de savoir laquelle c'est. Donc, ça, c'est tout à fait faisable si le papillon a pu se poser, si vous avez pu prendre une photo, par exemple, ce genre de choses. Après, l'identification des papillons, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évidente la première fois qu'on s'y penche. Donc, il ne faut pas hésiter à
à persévérer. Déjà, le premier transect que vous allez faire, ça risque d'être le plus compliqué. Mais ensuite, le transect de juillet, le transect d'août, vous allez probablement revoir un peu les mêmes espèces. Donc, l'œil se fait aussi au fur et à mesure. Et ça vous semblera de plus en plus facile au fur et à mesure des passages. Et donc, enfin, le dernier outil, et pas les moindres, c'est le fameux site internet qui vous permet de saisir vos données et qui vous permet également de retrouver tous les outils en PDF, mais aussi les résultats, les bilans, les articles et les actualités. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la rubrique actualité. C'est là qu'on annonce les formations, les webinaires, les journées rencontres, les sorties de bilan, etc. Également, j'en profite pour vous dire qu'on a des listes d'envoi, aussi des mailing lists pour envoyer les actualités. Donc, si vous voulez être ajouté aux mailing lists, n'hésitez pas à nous faire un petit mail. Je vous avais mis dans le chat nos contacts. Comme ça, on pourra vous ajouter à la liste Florilège ou Propage, selon ce qui vous intéresse, ou les deux, éventuellement. Quelques résultats assez rapidement sur Propage. En termes de participation, alors ça, ce sont les chiffres de l'année dernière, pas encore les nouveaux chiffres, mais ça vous donne quand même une idée. Depuis 2009, on a un peu plus de 300 communes qui ont participé, qui suivent près de 1500 transects. Donc ça représente plus de 12 000 sessions de terrain et plus de 100 000 papillons observés. Donc vous imaginez la quantité de données que ça peut représenter. En termes d'espèces, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, on a peu d'espèces qui sont très communes et beaucoup d'espèces qui sont très peu communes. Donc, ces peu d'espèces très communes, elles sont représentées ici par ces petites barres qui sont très excentrées vers la droite, donc qui représentent une très forte abondance observée depuis 2009 au cumulé. Et en fait, on a un top 10, on va dire, d'espèces qu'on retrouve quasiment tout le temps sur nos espaces verts. Donc, si vous faites les relevés ou si vous êtes amené à communiquer avec les personnes qui vont faire les relevés, ça peut être intéressant de leur montrer déjà ces espèces-là, surtout si vous êtes néophyte dans la détermination des papillons, parce qu'il y a de fortes chances que vous les observiez. Et que finalement, sur les 38 espèces, vous avez peu de chances de toutes les voir. Après, selon les situations géographiques, on peut avoir des particularités où on va avoir certaines espèces beaucoup moins communes qui vont être présentes. Mais c'est vrai que déjà partir en ayant pour bagage ces espèces très communes, c'est déjà une bonne base. Assez rapidement toujours, on avait pu étudier un petit peu l'effet de l'habitat sur l'abondance en papillons observés et sur la richesse. Donc l'abondance, le nombre de papillons total observés, la richesse, le nombre d'espèces observées. Donc là, on s'est concentré sur les grandes catégories d'habitat, donc la première colonne qu'il y avait dans la fiche habitat, et les deux habitats qui ressortent comme étant les plus favorables, aussi bien en termes d'abondance qu'en termes de richesse, c'est la friche et la prairie. Donc, vous voyez ici une abondance moyenne à 11 papillons par transect et à 9 pour les prairies, et une richesse à un peu plus de 3 espèces par transect et à presque 3 espèces pour les prairies. Dernier point avant d'en terminer avec la présentation, on voulait vous présenter un travail qui a été fait par une stagiaire de master au muséum en 2020, si je ne dis pas de bêtises, qui a travaillé sur les 3 programmes participatifs de relevé de papillons qui sont proposés par Viginature, donc le Propage, le STERF qui cible les naturalistes, donc les personnes qui ont déjà des bonnes connaissances sur les papillons, et l'opération papillon qui cible le grand public. Donc, comme pour Propage, on est sur un public plutôt néophyte. Et donc, ce qu'elle a regardé avec ces 3 protocoles, ce sont les tendances temporelles de différentes espèces entre 2010 et 2020. Donc, c'est ce qui est représenté ici pour 3 espèces différentes. Et en fait, là où son travail était très intéressant et il nous a fait quand même assez plaisir, c'est qu'avec les 3 programmes, on capte pour la plupart des espèces les mêmes tendances temporelles. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, ici pour le souci, une tendance plutôt à l'augmentation et on va capter les pics de présence et à l'inverse, les creux de présence de l'espèce de la même façon sur les 3 programmes. Donc ça, c'est encourageant tout simplement parce que ça montre que des programmes qui sont faits pour les néophytes, comme le Propage, comme l'opération Papillon, sont tout aussi pertinents à capter ces évolutions de population qu'un programme pour les naturalistes comme le STERF. Donc ça permet en quelque sorte de valider la pertinence de ces données. On a quelques espèces pour lesquelles on n'avait pas obtenu les mêmes tendances. Ici, c'est l'exemple du Procris qui est sur la droite, où vous voyez que la courbe en bleu, qui est celle du STERF, et la courbe en vert, qui est celle de l'opération Papillon,
vont vers une augmentation, alors que le propage en rose montre une diminution. On n'a pas d'explication très claire sur pourquoi cette différence sur cette espèce-là. Une des hypothèses, ce serait qu'avec le propage, on échantillonne en fait un peu une sous-population urbaine du procrit qui n'aurait pas subi les mêmes pressions que les populations étudiées avec l'opération papillon et le sterf. Mais ça resterait encore à creuser avec d'autres analyses pour confirmer ou pas cette hypothèse. En tout cas, voilà un peu le type d'analyse à plus grande échelle qu'on pourrait réaliser avec le propage. Voilà, j'en ai terminé. Et avant de passer aux questions, je voulais aussi vous dire qu'on a réalisé l'année dernière des vidéos pour présenter le propage, donc qui récapitulent un petit peu tout ce qu'on vient de vous expliquer là, qui seront bientôt en ligne sur le site internet du protocole, qui sont déjà en ligne sur une playlist sur la chaîne YouTube de Noé, donc je pourrais vous mettre le lien. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder, à les transmettre si vous avez des collègues qui peuvent être intéressés, parce que ça peut permettre aussi justement d'aborder les bases du protocole propage. Merci, Voilà. merci Angélique. Il n'y avait pas de questions spécifiques dans le chat, mais je répondais à quelques questions. Personne qui venait d'arriver. Et si vous avez des questions sur le propage, n'hésitez pas soit à activer votre micro, soit à écrire dans le chat. Il y a une question. Y a-t-il une date butoir dans la transmission des données sur le site internet dédié après la réalisation des 3 inventaires saisonniers? Alors non, on n'a pas de date butoir. Généralement, on sait que les données sont saisies à l'automne. C'est bien de le faire avant la fin de l'année parce qu'après, nous, on va travailler au bilan de l'année d'avant. Enfin, par exemple, au premier trimestre, on travaille au bilan de l'année précédente. Donc, on va extraire les données. Donc, c'est bien si elles ont déjà été saisies parce qu'au moins, vos données pourront être prises en compte dans le bilan. Après, non, on n'a pas de mise en place de date butoir. On sait que des fois, ça prend beaucoup de temps si on a beaucoup de transacts qui sont suivis. Et en fonction des moyens humains disponibles, tout n'est pas forcément faisable tout de suite. Donc, faites au mieux. Et dans tous les cas, les données ne sont pas perdues si elles sont saisies plus tard. Je vais peut-être couper le partage, comme ça on peut se voir s'il y a d'autres personnes qui veulent échanger avec la caméra. Alors oui, une question sur les guides prairies ou papillons. Effectivement, c'est ce que je disais moi tout à l'heure, c'est que ces guides, on les fournit gratuitement en fait aux participants des protocoles. Donc ça, c'est pas un souci. Il faut juste nous contacter et du coup dans quel cadre c'est fait, etc. Donc voilà, c'est vraiment des outils qui sont dédiés aux participants, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Lorsqu'on fait une formation dans une structure, on les fournit à la structure pour qu'elle puisse mettre en place ensuite les protocoles. Donc voilà, mais on peut se lancer sans formation, hein. Donc, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous envoyer ce matériel-là. Et c'est vraiment indispensable, hein, autant je pense peut-être pour Propage à la limite, on peut, parce que c'est un guide plus large, etc. Mais même pour Propage, ça semble vraiment utile d'avoir ces guides-là. Mais pour Florilège, c'est vraiment un outil nécessaire à la mise en place du protocole. On a une question d'une personne qui transmet d'habitude au STERF. Est-ce qu'en tant que gestionnaire, il vaut mieux que je transmette à Propage? Alors, tu veux répondre, Angélique, ou... Je pense que tu seras plus pertinent. Alors du coup, pour ça, sur cette question-là, en fait, si vous avez les compétences pour réaliser du STERF, donc le STERF, hein, c'est très similaire au propage en termes de protocole finalement, hein. Mais si vous avez les compétences de réaliser du STERF, c'est-à-dire de savoir identifier les espèces de papillons, par exemple, Angélique parlait des différents types de pyrides, ben voilà, dans le STERF, il faut être capable normalement d'identifier ces différentes espèces de pyrides. Il vaut mieux faire du STERF parce que c'est des données qui sont plus précises, et donc aussi d'un point de vue scientifique qui sont plus intéressantes. Mais par contre, vous pouvez aussi essayer de combiner les deux, entre guillemets, si jamais c'est des choses qui vous intéressent, c'est-à-dire qu'en faisant du STERF, aussi noter les informations de gestion.
Et du coup, ces données-là, STERF qui sont plus précises, on peut évidemment les convertir en données propage qui sont un peu moins précises. Mais par contre, dans le STERF, on ne vous demande pas les informations de gestion. Donc, si ça vous intéresse d'avoir cette double information, vaut mieux faire du STERF. Mais si vous voulez faire du propage, c'est possible par conversion et en récupérant les données de gestion annuelles sur les transects. Sachant que, bon, après, malheureusement, vous aurez du coup un travail de double saisie qui devra être fait puisque la saisie STERF et la saisie propage ne sont pas interopérables. Donc, il faudra saisir 2 fois ces relevés. Donc, c'est un peu plus de travail de saisie à faire. Oui. Oui. Alors, je voulais savoir, sinon moi j'ai participé à l'opération Papillon, en fait, cette année, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et je fais aussi l'INPN, l'inventaire des espèces, surtout sur les oiseaux, parce que je suis à la LPO. Et donc, ça m'intéresserait de participer à Florilège, voilà, cette année. Donc, en fait, on peut choisir, par exemple, on peut aller au parc de Sceaux et choisir un endroit dans un parc comme ça. Alors, du coup, vous êtes enfin, généralement, ces protocoles, ils sont dédiés à des gens qui travaillent sur les sites. Donc, plutôt à des gestionnaires ou des jardiniers, c'est-à-dire qui vont travailler sur un espace vert et qui vont mettre en place le protocole. D'accord. Donc, Florilège aussi. Florilège et propage, les deux. D'accord. Mais alors, généralement, après, si vous avez... nous, on a des cas, là, par exemple, en région parisienne, on a des cas où du grand public, entre guillemets, des personnes connaissent très bien les jardiniers, connaissent très bien les personnes qui gèrent les espaces. Et du coup, ils peuvent mettre en place florilège et ou propage sur ces espaces, mais parce qu'ils ont le moyen de connaître la gestion qui est mise en place sur ces sites. Parce que cette gestion-là, finalement, vous ne le saurez s'il y a un semis, un sursemis, s'il y a eu un export des résidus de fauche, vous le saurez que si vous travaillez sur le site, que si vous êtes partie prenante de la structure qui gère ce site-là. Du coup, c'est ça la limitation si vous êtes quelqu'un du grand public qui n'est pas de la structure qui gère l'endroit, vous n'aurez pas forcément accès à ces informations-là. Si vous avez accès à ces informations-là, vous pouvez participer. Mais c'est vrai que ce n'est pas généralement notre cible de participants, entre guillemets, sur propage et florilège, quoi. On cible un public professionnel, entre guillemets, qui fait ça dans le cadre de son travail. D'accord. Mais donc, ça ne peut pas se faire dans un jardin, par exemple. Eh ben, non, pas vraiment. Non, d'accord. Par contre, si vous êtes intéressé par la thématique de la flore en ville, n'hésitez pas à regarder du côté de Sauvage de Maru, éventuellement. Sauvage de Maru. D'accord. Parce que là, pour le coup, on est vraiment sur un protocole grand public qui vise à étudier la flore en ville. D'accord. Après, en soi, si de manière personnelle, vous avez un grand espace, c'est-à-dire une prairie de minimum 130 mètres carrés et dont vous faites une gestion particulière, vous pouvez vous inscrire en tant que personne morale, entre guillemets, et qui fait sa gestion sur son site. Mais c'est vrai que c'est assez rare parce qu'on n'a pas énormément de gens qui font une participation de ce... Mais en soi, je veux dire, en soi, pourquoi pas? C'est-à-dire, mais il faut quand même avoir un site assez grand et une gestion qui est mise en place sur ce site-là et qui est connue, quoi. D'accord, très bien. Je vous mets le lien de Sauvage de Maru dans le chat si jamais ça peut vous intéresser. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Éventuellement des retours d'expérience, si certaines personnes ont déjà mis en place les protocoles et qu'il y a des choses qui font écho aussi, n'hésitez pas. Comme on l'a dit dans le chat, on vous enverra l'enregistrement du webinaire et les présentations, comme ça vous pourrez tout retrouver également. Oui, voilà, et il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour du matériel pédagogique autour de ces protocoles, etc. C'est vraiment nous on peut fournir effectivement les présentations, on peut fournir des guides, comme je disais tout à l'heure, et un soutien à la mise en place. Et bien sûr, on parlait des formations tout à l'heure, c'est que chaque année, on fait un appel à manifestation d'intérêt
pour des formations, donc généralement des structures, des mairies, des métropoles qui vont répondre à ça. Nous, on n'a pas les ressources humaines pour répondre à toutes les formations qui nous sont demandées. Cette année, on a eu, je ne sais plus, une cinquantaine ou soixantaine de demandes, sachant qu'on fait ces formations entre mi-mai et mi-juin, c'est-à-dire un peu avant la période de terrain de chacun des protocoles, normalement. Et du coup, on essaie de répondre au mieux, mais il ne faut pas hésiter à déposer une demande. On espère pouvoir y répondre, mais en tout cas, ce n'est pas sûr à 100% qu'on puisse y répondre, mais en tout cas, on essaie de faire au mieux. Et voilà, et à développer aussi Propage et Florilège en dehors de l'Île-de-France, c'est des choses qui nous intéressent. Donc vraiment, tout à l'heure, ça parlait de Toulouse, vraiment pas hésiter à mettre en place ça ou à nous demander, nous, on peut se déplacer, effectivement. Oui, parce que la formation, là, c'est un petit peu loin. Je crois qu'il y en a une là bientôt. Oui, on Là. en fait une au Ouais. muséum, du coup, à Et oui. Paris. Donc, c'est une Ouais, mais formation c'est sur super, ouais. place. Mais après, on se déplace en Île-de-France. Cette année, on va à Bordeaux, on va à Lyon, on va à d'autres endroits en France, je ne sais plus de tête exactement, mais en tout cas, on se déplace. On peut se déplacer. Après, généralement, on se déplace effectivement si la formation, il y a au moins une dizaine de personnes, évidemment, parce qu'on ne se déplacera pas pour une ou deux personnes, forcément à très longue distance. Mais après, il y a aussi des choses qui sont mutualisables avec d'autres métropoles, hein. Par exemple, si on met en place une formation à Toulouse, il y a des gens je sais pas, de Carcassonne qui pourraient venir ou ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont mutualisables. Donc, il y a des réflexions qui peuvent se mettre en place en région. On a une question. Ouais. Donc, je suis formatrice en aménagement paysager niveau BTS. Les apprenants sont présents sur des temps limités. Et les programmes chargés, protocole, école, VS Florilège, qu'est-ce qui est le plus adéquat? Alors, les protocoles école, à ce niveau, peut-être là, parce que BTS, du coup, on est quand même sur l'enseignement presque Supérieur. supérieur. Ouais, du coup, je pense que ça ne serait pas forcément complètement adapté non plus. Je crois qu'école, c'est plutôt jusqu'au lycée, il me semble. Ouais. Par contre, il y a nous, on a un travail de développement, en tout cas des sciences participatives au sein des formations de l'enseignement agricole, qui est un peu différent, du coup, j'imagine, que ce niveau-là. Mais on essaie de développer ça dans ce cadre-là. Donc, je pourrais vous mettre en contact potentiellement avec la personne qui s'occupe de ça chez nous. Et je sais que là, par exemple, on a un peu des problèmes. On essaie de développer Florilège et Propage parce que dans ces lycées agricoles ou quoi, il y a aussi des gens qui vont devenir plus tard des gestionnaires d'espaces verts. Donc, on essaie de les initier à ces protocoles-là dès leur formation. Mais c'est vrai qu'on a eu ce problème où les programmes déjà sont chargés effectivement, mais aussi sur le timing, c'est-à-dire que pour Propage, les 3 passages ne seront pas réalisables par les apprenants parce que après ils partent en vacances. Voilà. Par contre, pour Florilège, on est sur un timing qui parfois peut passer parce que ça dépend de la zone où on se situe, quoi, en fait. Puisqu'en juin, ça peut être encore le temps, potentiellement pour certaines formations en tout cas, de réaliser le protocole. Et comme là, par exemple, on le développe aussi en zone méditerranéenne, on a vu on allait devoir avancer la zone de terrain, puisque en juin, juillet, en zone méditerranéenne, tout est grillé, donc on ne peut plus faire les relevés. Donc on va avancer la période. Du coup, ça ouvre des perspectives, en particulier pour ces zones d'enseignement, enfin ces lycées agricoles, etc., puisque ça sera plus dans leur période de formation qu'ils pourront réaliser le relevé. Donc voilà, ouais, je peux vous mettre en contact, ou alors je vous donne le contact directement. Comme ça, vous pourrez ou sinon, je pense que on a les emails, donc je vous recontacterai, ça sera plus simple, parce que comme ça, je vous mettrai en copie directement de ça. Mais après, on peut discuter d'autres protocoles, hein. Les protocoles grand public peuvent s'adapter potentiellement à des enseignements, hein, aussi, hein. C'est-à-dire un protocole qu'on peut avoir sur les oiseaux ou sur la flore ou sur les papillons. Grand public peuvent s'adapter. On a tout un panel de protocoles, mais bon, après c'est à discuter. À Bordeaux aussi, les prairies sont grillées lors des versages propage. Alors pour propage, c'est moins grave. Bon, après, c'est vrai que quand il fait vraiment très chaud, dans le sud de la France, effectivement, au mois d'août, on voit plus grand-chose.
C'est pour ça que c'est important pour le propage de noter les conditions météorologiques. S'il fait très très chaud, effectivement, c'est un autre problème. S'il fait trop chaud, les papillons ne vont pas voler. Mais effectivement, là, pour le propage, c'est moins problématique dans le sens où il y a des espèces qui sont quand même relativement adaptées à ce type de climat-là. Pour florilège, en fait, c'est important parce que si la prairie est, entre guillemets, grillée, on n'a plus les fleurs, on n'a plus ce genre de choses qui permettent de faciliter l'identification. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour florilège. Voilà, faut pas s'y prendre trop tard, hein, sinon la végétation est plus identifiable, entre guillemets. Sachant aussi que dans le sud, par exemple, aux zones méditerranéennes, on se rend compte que les espaces verts, ils doivent être fauchés pour les risques incendies. Donc, de toute façon, il faut pouvoir mettre en place le protocole avant cette fauche de risque incendie. À qui faut-il s'adresser pour savoir si notre demande de formation propage 2023 est retenue? Attends, c'est à nous. À nous. Vous avez Euh, répondu à l'appel à manifestation d'intérêt, c'est ça? alors, si on n'est pas encore venu vers vous, c'est parce qu'on n'est pas sûr à 100%. Ouais. Si on vous a... Mais si vous dites Bordeaux avec Carole Tison, normalement, vous avez été contacté par Cédric Berger, non? En tout cas, c'est possible. Ah, d'accord, parce qu'en fait, on a essayé de mutualiser, du coup, sur Bordeaux, on a eu beaucoup de demandes différentes sur Bordeaux, et du coup, on a essayé de mutualiser au mieux les différentes demandes de formation. Euh, je vais voir je peux revoir avec vous, en tout cas, et Cédric Berger, peut-être de la métropole. Mais on a essayé de mutualiser au mieux, mais il y avait déjà beaucoup de demandes on vient, du coup, 2 jours sur Bordeaux. Mais ça va déjà être assez intense. Mais du coup, oui, on essaie de revenir vers vous quand vous répondez à l'appel à manifestation d'intérêt, on essaie de revenir vers vous dès qu'on est sûr ou pas que l'on peut venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations, remarques? Ok, on peut peut-être s'arrêter là, s'il n'y a pas... Ouais. Oui, Carole, oui, on avait bien vu votre réponse, mais effectivement, on pensait que c'est dû à un souci de communication. Parce que je suis sûr d'avoir transmis votre contact, mais après, peut-être qu'il y a eu un oubli derrière. Ouais. Bon, on va essayer d'éclaircir ça. Ouais. Ok, si on n'a plus de questions, je pense qu'on peut en rester là. Merci. Merci à vous, en tout cas. Et À vous puis, tous. n'hésitez pas à nous contacter hein, si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent après ou pour une mise en place, etc. Vraiment, n'hésitez pas.